WhatsApp lance un mode incognito intraçable pour son chatbot IA. Les experts en cybersécurité mettent en garde contre un vide juridique massif en cas de conseils dangereux. Et Meta brûle 145 milliards de dollars pour dominer la course aux infrastructures. Bienvenue dans cette édition spéciale. Je suis votre hôte, Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique du paradoxe de la vie privée. Meta a officiellement introduit le mode incognito pour Meta AI sur WhatsApp. Mark Zuckerberg affirme qu'il s'agit du premier grand produit d'IA qui ne stocke absolument aucun journal sur les serveurs, permettant aux utilisateurs de poser des questions ultra sensibles sur leur santé ou leurs finances sans crainte d'être surveillés. Cependant, les experts en cybersécurité tirent la sonnette d'alarme. À l'heure où les entreprises d'IA font déjà l'objet de poursuites pour homicide involontaire à cause de conseils dangereux, les messages éphémères signifient qu'il n'y aura aucune preuve forensique si l'IA pousse un utilisateur à se blesser. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Dejamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action gratuite d'1 seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation exclusive de Dejamga Mind. Démêlons ensemble cette journée. Que se passe-t-il quand l'outil qui promet un secret absolu concernant des problèmes de santé chroniques ou des dettes écrasantes s'avère être exactement le même outil conçu pour effacer ses propres erreurs en temps réel? C'est une excellente question. Et c'est justement cette question, assez troublante, qui a déclenché l'exploration d'aujourd'hui. Ouais, parce que pour préparer cette analyse en profondeur, on a rassemblé une pile de documents assez hétéroclites en fait. Tout à fait, on a croisé pas mal de sources. Voilà. On a des déclarations publiques très récentes de dirigeants genre Mark Zuckerberg et Will Cathcart. On a aussi des rapports d'alerte en cybersécurité signés par le professeur Alan Woodward. Sans oublier les analyses d'investissement de Wall Street qui proviennent de Susanna Streeter. C'est crucial pour comprendre l'image globale. C'est clair. Donc, le but de notre session aujourd'hui, c'est de réaliser une véritable autopsie stratégique et numérique de la toute dernière fonctionnalité de Meta sur WhatsApp. Le fameux nouveau mode incognito de Meta AI. C'est ça. Bon, décortiquons un peu tout ça. Sous couvert de protéger la vie privée des utilisateurs lors de conversations, disons, extrêmement sensibles, Meta crée potentiellement un vide juridique absolu. Et c'est une autopsie qui s'annonce beaucoup plus complexe qu'une simple mise à jour logicielle, pour le coup. Ah oui, complètement. Parce que, sur le papier, l'initiative se présente comme une victoire éclatante pour les droits numériques. L'entreprise prétend offrir un espace sans jugement, sans mémoire, où l'on peut interagir avec une IA sur des sujets hypersensibles. Ouais, un espace de confiance, quoi. Sauf que, quand on examine les protocoles techniques et les réalités macroéconomiques derrière cette façade, on découvre une architecture qui ressemble moins à un bouclier pour la vie privée et beaucoup plus à une armure juridique pour l'entreprise. Une armure juridique, carrément. Pour que notre auditoire comprenne bien l'ampleur du danger, il faut d'abord disséquer les promesses techniques faites par les dirigeants. Exactement, il faut confronter leur discours à la réalité cryptographique. Du coup, repartons des faits. En mai 2025, Mark Zuckerberg monte sur scène et fait une annonce assez stupéfiante. L'annonce du milliard, c'est ça? Voilà. Il révèle que l'intelligence artificielle maison, Meta AI, vient de franchir le cap du milliard d'utilisateurs. 1 milliard, c'est colossal. C'est énorme, ouais. Et pour accompagner ce volume astronomique, la grande nouveauté, c'est ce mode incognito sur WhatsApp. Il le décrit texto comme, je cite, « le premier produit d'IA majeur pour lequel aucun historique de vos conversations n'est stocké sur des serveurs ». Et la stratégie marketing derrière ça est redoutablement intelligente. Comment ça? Habituellement, les grands modèles de langage, les LLM, sont de véritables aspirateurs à données. Mais ils absorbent tout ce qu'on leur donne. C'est ça. Dans la plupart des services gratuits grand public, chaque question posée, chaque symptôme décrit à la machine est ingéré, puis stocké sur des serveurs distants. Et très souvent, c'est utilisé pour réentraîner les futures versions du modèle. L'industrie fonctionne entièrement comme ça, en fait. Absolument. Donc, arriver en disant haut et fort nous ne gardons aucune trace, ça crée immédiatement un climat de confiance chez l'utilisateur.
L'objectif affiché, c'est d'encourager les gens à poser des questions qu'ils n'oseraient jamais taper dans un moteur de recherche classique. Mais attends, il y a un truc qui me chiffonne vraiment dans les déclarations de Will Cathcart, le directeur de WhatsApp. Qu'est-ce qui te pose problème? Bah, la plateforme est déjà mondialement connue pour son chiffrement de bout en bout, le fameux end-to-end encryption. Personne ne peut lire les messages, pas même Meta. C'est vrai, c'est leur argument de vente principal depuis des années. Du coup, ce nouveau mode incognito pour l'IA, c'est juste l'application de ce même chiffrement mathématique à un chatbot, non? C'est ce qu'on est censé comprendre. Et c'est précisément la confusion que l'entreprise espère créer dans l'esprit du grand public. Mais techniquement, c'est pas du tout le cas. Ah bon? Non. Ce qui est fascinant ici, c'est l'aveu sémantique qui est caché dans les détails de l'annonce. Cathcart n'a jamais dit que c'était du chiffrement de bout en bout. Il a dit quoi alors? Il a utilisé le terme équivalent. Il a dit que c'était un équivalent. Ah, la nuance est importante. Elle est fondamentale. Dans le monde de la cryptographie, le mot équivalent, c'est une sirène d'alarme géante. Le véritable chiffrement de bout en bout, c'est une certitude mathématique. La clé de déchiffrement ne quitte jamais, au grand jamais, l'appareil physique de l'utilisateur. D'accord, mais avec l'IA, on pourrait pas faire ça? Nos téléphones sont hyper puissants aujourd'hui, non? C'est pas suffisant. Un modèle de langage de la taille de Meta AI, qui est capable de répondre à des requêtes complexes, ça ne tourne pas localement sur un simple smartphone. Ça demande trop de ressources. Voilà, ça a besoin d'une puissance de calcul massive qui se trouve dans des centres de données géants. Donc, par définition, la question posée par l'utilisateur doit quitter le téléphone en clair. Ou du moins, elle doit être déchiffrée sur le serveur distant, c'est ça, hein? Exactement. Le serveur doit la déchiffrer pour que l'IA puisse la lire, la comprendre et formuler une réponse. L'équivalent dont parle Cathcart, c'est en réalité une simple promesse algorithmique. C'est-à-dire une garantie politique que le serveur détruit la donnée juste après l'avoir traitée. C'est tout à fait ça. Au lieu de la stocker, ils disent qu'ils la suppriment. Mais ce n'est plus de la mathématique inviolable, c'est juste de la confiance en une procédure interne de l'entreprise. Je vois le problème. Pour utiliser une analogie, le vrai chiffrement, ce serait comme un coffre-fort dont je suis la seule personne au monde à posséder la clé. Ouais, c'est une bonne image. Alors que ce mode incognito, ça ressemble plutôt à glisser un document dans une déchiqueteuse industrielle, mais à l'autre bout du pays, dans une pièce sans fenêtre. On espère que personne n'a lu le papier avant de le détruire. C'est ça. L'analogie de la déchiqueteuse est super intéressante, mais elle est incomplète pour comprendre le risque. Pourquoi incomplète? Parce qu'avec une déchiqueteuse classique, le papier est détruit sans que la machine n'en comprenne le contenu. Or ici, le système doit lire et analyser le document avant de le détruire. Ah oui, la machine n'est pas passive. Absolument pas. L'IA doit fragmenter la question en tokens, elle doit analyser statistiquement le contexte, générer une réponse. En gros, la machine accède pleinement à la détresse médicale ou financière qui est exprimée par l'utilisateur. Elle traite l'information sensible, elle génère son conseil et seulement ensuite, paf, on efface le journal d'activité. Exactement. Et l'entreprise promet de brûler les archives. Ça peut sembler rassurant, hein? Oui, pour quelqu'un qui veut juste calculer un budget familial délicat sans que ça se retrouve dans un profil publicitaire ciblé. Ou pour demander des conseils sur une éruption cutanée un peu embarrassante. Voilà, pour les petites choses du quotidien sans sécurité. Mais c'est une fausse sécurité du coup. Et c'est justement cette sécurité apparente sur les petites choses qui incite les utilisateurs à confier des choses beaucoup plus graves. C'est là que le piège de la disparition des données se referme violemment. Parce que si l'on efface systématiquement la trace de l'interaction, on bascule complètement de paradigme. On n'est plus dans une question de protection de la vie privée. Non, on plonge dans un gouffre absolu en matière de responsabilité légale. Ce qui nous amène directement à l'analyse du professeur Alan Woodward de l'université de Surrey. C'est un de nos documents sources clés pour cette analyse. Oui, un rapport d'alerte très pointu. J'ai remarqué qu'il est assez mesuré au début de son texte. Il précise bien que ce mode incognito ne compromet pas l'architecture de sécurité de base de WhatsApp. Personne ne va pirater les messages classiques à cause de ça. Non, le vrai chiffrement des conversations entre humains reste solide. Mais son alerte porte sur un concept bien précis, ce qu'il appelle le vide de responsabilité, ou accountability void en anglais. Cela soulève une question cruciale en fait. Que se passe-t-il quand la machine se trompe, mais de manière catastrophique? Il ne reste aucune preuve. Exactement. Il faut bien comprendre comment fonctionne une IA générative. Elle ne réfléchit pas au sens humain du terme. Elle ne consulte pas une encyclopédie médicale certifiée pour en extraire une vérité absolue. Elle fait juste des statistiques sur des mots. C'est ça.
C'est de la prédiction probabiliste de token. Elle devine simplement le mot suivant qui a le plus de sens statistiquement en fonction des données sur lesquelles elle a été entraînée. Et c'est ce qui provoque les fameuses hallucinations de l'IA. Tout à fait. Et il faut être clair, une hallucination, c'est pas juste l'IA qui invente une recette de crêpes avec du dentifrice. Non, c'est l'anecdote amusante pour les réseaux sociaux. Mais dans le monde réel, on a des précédents tragiques. Des précédents très lourds, ouais. Des géants comme OpenAI ou Google sont déjà empêtrés dans des poursuites pour mort injustifiée, ce qu'on appelle wrongful death dans les juridictions anglo-saxonnes. Parce que leurs machines ont donné des conseils médicaux mortels. Voilà. Ou parce qu'elles ont encouragé des individus en grave dépression à commettre des actes irréparables. C'est glaçant. C'est pour cela que le mécanisme de probabilité est si dangereux dans les contextes critiques. Si l'IA confond deux dosages de médicaments, parce qu'ils apparaissent souvent proches dans ses textes d'entraînement, elle va formuler une réponse fausse, mais avec une confiance absolue. Elle ne dira jamais je ne suis pas sûre ». Port instantanément. Pouf, plus rien. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant d'un point de vue juridique. D'un point de vue légal, c'est presque le crime parfait. Ou plutôt, la négligence parfaite. C'est le terme, oui. Si une famille veut comprendre ce qui s'est passé suite à un drame, il n'y a plus rien à analyser. Le téléphone ne garde aucune trace, le serveur de l'entreprise a tout déchiqueté en temps réel. Il est littéralement impossible de réaliser une autopsie numérique. Sans accès au log, comment prouver au tribunal que c'est l'algorithme qui a poussé à l'erreur ? On ne peut pas prouver que ce n'est pas l'utilisateur qui a mal agi de son propre chef. C'est la parole des victimes contre un vide numérique. C'est impossible. Dans n'importe quelle procédure civile pour négligence, la phase de découverte des preuves est fondamentale. Les avocats demandent les logs, les historiques. Sauf que là, l'architecture même du système est conçue pour ne générer aucune preuve. Donc l'entreprise devient juridiquement intouchable. La charge de la preuve incombe à la victime, qui n'a techniquement plus aucun moyen de prouver quoi que ce soit. C'est d'un cynisme absolu. Mais pour être juste avec nos sources, Will Cathcart a anticipé cette critique spécifique. Oui, il a préparé sa défense. Il affirme que des garde-fous stricts sont en place. L'IA est censée refuser de répondre à des requêtes dangereuses et au lancement, le mode incognito ne traite que du texte, aucune image. Pour éviter qu'on lui envoie des photos de grains de beauté pour des diagnostics de cancer, par exemple. Voilà. Ils se défendent en disant que l'outil est bridé exprès pour être inoffensif. Sauf que l'histoire récente de l'intelligence artificielle nous a prouvé, mois après mois, qu'aucun garde-fou n'est infaillible. Aucun. Les utilisateurs trouvent toujours des failles. Toujours. Les techniques de contournement, ce qu'on appelle les jailbreaks, qu'elles soient consciemment ou inconsciemment formulées par les utilisateurs, finissent invariablement par faire dérailler le modèle. Donc, prétendre que l'IA sera toujours prudente, c'est juste une illusion technique. C'est un mensonge par omission. Concevoir un système d'effacement en sachant pertinemment que ces déraillements vont se produire, ce n'est plus de la conception de produits bienveillante. C'est quoi alors ? C'est de l'ingénierie légale préventive. C'est le bouton d'autodestruction juridique parfait. C'est une vision assez cynique, je l'avoue, mais elle est redoutablement logique quand on regarde les choses en face. Les faits parlent d'eux-mêmes. On invite 1 milliard d'utilisateurs à se livrer totalement, en sachant que statistiquement, sur 1 milliard de conversations, il y aura forcément des défaillances graves. Des milliers de défaillances même. Et ce fameux bouton d'autodestruction des données, il est là pour s'assurer que la multinationale n'aura jamais, au grand jamais, à payer les pots cassés devant un juge. C'est exactement ça. Mais ça soulève une autre question. Pourquoi prendre un tel risque d'image publique ? Mettre en place un système d'IA à cette échelle, avec une telle complexité, ça demande des ressources inimaginables. Pourquoi forcer cette marche en avant aussi agressivement ? Pour comprendre cela, il faut s'éloigner un peu de la technique pure et regarder les bilans comptables de Meta. L'argent, toujours l'argent. Et évidemment, les décisions de cette envergure ne sont jamais prises uniquement par des ingénieurs qui seraient soudainement hyper soucieux de la vie privée. Elles sont dictées par des impératifs macroéconomiques colossaux. Et nos sources financières sont particulièrement éclairantes à ce sujet. Je pense notamment au rapport de Susanna Streeter de la plateforme d'investissement Wealth Club. Ah oui, ces analyses sont glaçantes de pragmatisme. Les chiffres qu'elle avance donnent tout simplement le vertige. Elle souligne que Meta s'apprête à brûler environ 145 milliards de dollars en dépenses d'infrastructures d'IA pour la seule année 2026. 145 milliards. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, ces investissements en capital, le CAPEX, ce n'est pas juste du développement de code dans des bureaux de la Silicon Valley. C'est beaucoup plus physique que ça. Ce sont des fermes de serveurs gigantesques qu'il faut construire de zéro, des systèmes de refroidissement industriel massifs, des centaines de milliers de processeurs graphiques de pointe qui coûtent une fortune à l'unité.
Sans parler des contrats énergétiques pour faire tourner tout ça. C'est l'équivalent du produit intérieur brut d'un petit pays, dépensé en à peine 12 mois par une seule entreprise. Et face à une telle hémorragie de liquidités, les marchés financiers ne pardonnent pas. Les investisseurs sont extrêmement nerveux. Ils exigent un retour sur investissement massif et surtout immédiat. Il n'y a plus de place pour le temps long. Mais attends, il y a un truc paradoxal. Comment on rentabilise 145 milliards de dollars avec un chatbot qui, justement, efface ses propres discussions? C'est la bonne question. Ça semble complètement contre-intuitif. S'ils ne gardent pas les données des utilisateurs pour améliorer leur ciblage publicitaire hyper précis, qui a toujours été leur modèle d'affaires, où est le gain financier direct? Le gain, il ne se trouve plus dans la vente de la donnée elle-même. Il se trouve dans le monopole absolu de l'interaction. C'est-à-dire? Il y a un détail stratégique fondamental dans nos documents qu'il ne faut pas rater. Meta a bloqué l'accès de tous les autres chatbots concurrents à l'écosystème WhatsApp. Ah oui, ils ont fermé la porte aux autres IA. Totalement. Si vous êtes l'un des milliards d'utilisateurs de l'application, vous êtes enfermé. Vous ne pouvez interagir qu'avec Meta AI. C'est la stratégie classique du jardin fortifié. Pour l'instant. Oui, il détruit l'historique après, mais l'interaction se fait pendant. Pendant l'achat en ligne, pendant la réservation d'un billet, pendant la consultation d'un service. Ah, je comprends. L'IA devient le portail obligé. Exactement. L'objectif de Meta est que son IA devienne l'intermédiaire unique et exclusif entre le consommateur et absolument tous les services du monde. C'est une domination complète du point de contact commercial. Et pour déployer cet intermédiaire auprès d'1 milliard de personnes, le risque de générer des conseils erronés menant à des actions en justice de masse est statistiquement certain. C'est inévitable. Et une seule action collective pour négligence algorithmique systémique pourrait entraîner des amendes se chiffrant en dizaines de milliards de dollars. Ce qui détruirait complètement la rentabilité de ce projet colossal à 145 milliards. Du coup, effacer les logs est une condition de survie économique. S'ils gardaient les traces, ils signeraient leur propre arrêt de mort financier au premier scandale majeur. C'est brutal. Et d'ailleurs, quand les géants de la technologie brûlent 145 milliards de dollars en infrastructure, tout en déployant des IA intraçables, il est clair que déployer l'IA en toute sécurité nécessite une infrastructure de gestion irréprochable. Nous tenons à remercier notre sponsor Jamgamind d'avoir rendu cette analyse possible. Jamgamind fournit l'intelligence médico-légale de haute fidélité sur laquelle s'appuient les dirigeants pour naviguer dans la révolution de l'IA. Le lien se trouve dans les notes de l'émission. Ce contraste est d'ailleurs fascinant, tu ne trouves pas? Le contraste entre quoi et quoi? Entre la gestion rigoureuse dont les entreprises ont absolument besoin en interne, comme le propose ce sponsor d'ailleurs, pour suivre et tracer les décisions de l'IA. Et le Far West numérique qu'on impose aux consommateurs grand public avec ce mode incognito. Exactement. C'est le jour et la nuit. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pour ceux qui nous écoutent, ce passage en force de Meta illustre parfaitement la fracture béante de notre époque numérique. C'est un remerciement total de la notion même de vie privée. Oui, historiquement, le citoyen réclamait l'anonymat pour se protéger de la surveillance des États ou de l'exploitation agressive de ses données par les grandes corporations. La vie privée, c'était le bouclier du faible face au fort. Voilà, c'était un droit protecteur. Mais avec ce type d'infrastructure d'IA générative, l'anonymat a été subtilement transformé en arme de déresponsabilisation. C'est tout le paradoxe. En garantissant l'effacement immédiat des traces des conversations intimes, l'entreprise protège certes l'utilisateur d'une fuite de données basiques, Personne ne lira ses secrets de santé, c'est vrai. mais le bénéficiaire principal de cet effacement, c'est l'entreprise elle-même. Elle s'immunise totalement contre les conséquences légales de ses propres machines faillibles. C'est effrayant quand on y pense. On a cessé de protéger l'humain des excès de la technologie pour commencer à protéger les bilans financiers massifs des erreurs inévitables de cette même technologie. Le fameux coffre-fort numérique dont tout le monde rêve, pour protéger ses petits secrets, n'est en fait qu'un incinérateur industriel. Un incinérateur conçu pour brûler la boîte noire avant même que le crash de l'avion ne soit rendu public. C'est une excellente métaphore. Sous prétexte de nous libérer de la peur d'être jugés par la machine, on nous retire le seul outil qui nous permettrait de contester la machine quand elle nous a mal orientés, ou pire, quand elle nous a mis en danger. C'est un marché de dupes assez glaçant. On troque notre droit à la justice contre l'illusion d'une intimité parfaite avec un robot. Ce qui amène inévitablement une réflexion de fond, une vraie pensée provocatrice sur la direction que prennent nos sociétés avec le déploiement de ces outils. C'est une chose à laquelle notre auditoire peut réfléchir en effet.
Si les interactions les plus critiques de notre quotidien, qu'il s'agisse de nos doutes médicaux angoissants, de notre santé mentale ou de nos impasses financières, sont destinées à devenir des simples fantômes numériques par pur choix corporatiste. Bah, il va falloir inventer de nouveaux contre-pouvoirs, non? On peut pas laisser un tel vide. Absolument. La question se pose, faudra-t-il que le législateur impose techniquement la création de nouvelles boîtes noires algorithmiques totalement indépendantes? Des systèmes de journalisation gérés par des tiers, par exemple? Oui, des tiers de confiance neutres, des espaces sécurisés, inaccessibles aux géants de la tech comme aux annonceurs, mais qui seraient capables de restituer l'historique exact en cas de litige grave ou de drame humain. Sans une infrastructure publique ou indépendante de ce type, la vérité sur la façon dont les machines influencent réellement nos existences finira tout simplement par disparaître dans le vide numérique. Et ça, c'est un risque de société que nous ne sommes peut-être pas encore prêts à assumer. Une idée provocatrice qui montre bien que la révolution technologique actuelle est très très loin d'avoir résolu ses propres contradictions morales et légales. Le débat ne fait qu'au commencer. Voilà qui clôture notre autopsie de ce fameux mode incognito et des enjeux abyssaux qui se cachent derrière une simple petite option sur nos écrans de téléphone. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette exploration d'aujourd'hui. Merci. Prenez le temps d'y réfléchir la prochaine fois que vous confierez une question délicate à une intelligence artificielle. À très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur. Cela conclut notre briefing forensique. Le signal stratégique d'aujourd'hui est le vide de la responsabilité. La vie privée est le bouclier ultime de l'entreprise. En promettant aux utilisateurs que leurs conversations sensibles avec Meta AI disparaîtront instantanément, WhatsApp protège certes les données des utilisateurs, mais l'entreprise se protège également elle-même. Si une IA invente un diagnostic médical dangereux ou manipule un utilisateur vulnérable, l'absence de journaux de serveurs signifie qu'il n'y a aucune trace forensique. Alors que Meta brûle 145 milliards de dollars pour imposer son IA au monde entier, nous devons nous demander, ce mode incognito est-il conçu pour protéger l'utilisateur ou pour protéger l'algorithme? Si vous voulez posséder votre infrastructure au lieu d'être géré par elle, consultez les notes de l'émission pour le AI Executive Toolkit. Et en prime pour notre communauté, nous avons des codes de réduction exclusifs pour Google Workspace et mes applications AI and Machine Learning Tutor Pro. Vous trouverez l'adresse email pour les réclamer directement dans les notes de l'émission ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne DJamgaMind sur Apple Podcast pour toujours écouter sans publicité. Je suis Étienne Noumen, restez vigilants et continuons à démêler l'avenir.